Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo sur Scarlett, ou encore Scarlett et l'éternité, un film de Mamoru Hosoda sorti en 2026 en France, en 2025 au Japon. C'est un film qui dure 1h52 minutes. Et qu'est-ce qui se passe pendant 1h52 minutes ? Eh bien, durant le XVIe siècle au Danemark, Scarlett est une princesse qui voit son père mourir devant ses yeux, assassiné par son oncle, et donc il cherche à venger la mort de son paternel, et donc va essayer de tuer Claudius. Mais en se vengeant, elle a commis une petite erreur et elle se retrouve dans l'au-delà, et continue à chercher vengeance dans un espèce d'entre-monde, d'entre-deux mondes, entre la vie et la mort, le passé et le futur, et va bien sûr vivre une aventure et faire des rencontres. C'est un film que j'attendais parce que j'avais loupé Belle, le film précédent de Hosoda, au cinéma, et j'ai beaucoup aimé Belle. Je vous invite à voir ma critique sur le film qui est sur la chaîne. Je vais faire un retour rapide parce que ce film mérite d'être revu pour des détails, notamment des détails de narration. C'est un film qui a beaucoup de choses, c'est assez dense, et je pense qu'on y verra plus de choses si on voit les films précédents du réalisateur. Oh, je ne suis pas en train de dire que c'est un film best-of, mais il y a des motifs, des répétitions, des caractères de personnages, des designs de personnages que nous retrouvons d'un film à un autre, ne serait-ce que simplement la chevelure rose de l'héroïne. Eh bien, c'est aussi une chevelure rose qu'a Belle dans le film précédent. Je trouve que dans ce cas-là, le film est dans une continuité, mais aussi avec une grande variation. Alors, en continuité, nous sommes aussi dans une adaptation d'un travail européen. Il puise dans l'œuvre de William Shakespeare Hamlet, clairement, ça ne s'en cache pas. C'est un peu du même acabit que l'adaptation de La Belle et la Bête pour Belle. Il y a quelques idées, il y a une sorte, vous savez, de mouvement narratif, mais après, on part dans ses directions à lui. Il s'en écarte en fait assez vite. À mon sens, moi ce que j'ai perçu, c'est qu'il s'en écarte vite. Alors c'est très étrange parce qu'on commence ce début d'année avec 2 films sur Hamlet. On a Hamnet, donc le film qui fictionnalise le pourquoi et le comment Shakespeare a écrit Hamlet, et Scarlett, où nous décidons de changer justement le personnage principal de sexe. Et on va le larguer comme ça dans l'autre monde, dans un monde étrange, un monde désertique. Je trouve que la narration est celle qui a le plus de problèmes de ce que j'ai vu de Hosoda. J'ai vu les principaux. C'est très ambitieux narrativement de proposer ça, c'est très dense, ça tient en moins de 2 heures. On a l'impression, vous savez, quand on termine ce film, qu'on a l'impression de voir un film de 3 heures, que c'est une fresque, que nous avons vu un grand voyage. Le film procède aussi, pour cela, à un travail d'ellipse. C'est un film qui n'arrête pas de couper son temps, notamment dans la première partie. Le film est un peu coupé en 2. Ce travail elliptique morcelle les émotions du personnage, morcelle aussi les situations et le voyage. On a l'impression finalement qu'elle a fait 2 pas et qu'après, elle est déjà arrivée à destination. Ça, c'est le risque de faire un travail très elliptique. C'est le travail le plus elliptique que Hosoda a fait de mémoire, à part peut-être Ameyuki. Ameyuki a un travail d'ellipse parce qu'on veut montrer aussi l'évolution de cette mère et de ses enfants. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que c'est énorme ce qu'on a essayé de faire là. Et le film a 2 vitesses, vraiment entre la première partie et la deuxième. C'est un film qui essaye plein de petites figures, notamment par exemple la figure du bookend. La figure du bookend, c'est qu'une scène au début reviendra à la fin. Voilà, pour fermer un livre, littéralement, qu'on a ouvert. Au début du film, on a Scarlett dans une somptueuse robe de princesse qui regarde un peu autour d'elle. Le monde autour d'elle est un peu nébuleux, évanescent, scintillant, et on voit une figure qui s'approche. Donc on ne sait pas quelle est cette figure, et au fur et à mesure du récit, on se pose la question, est-ce que cette figure c'est son père? Est-ce que cette figure c'est Claudius? Est-ce que cette figure c'est un autre personnage? À la fin, nous avons notre réponse. Et finalement, c'est une réponse dont on se fout. Donc le bouquin ne sert à rien, c'est juste pour nous faire une sorte d'amorce. Vous savez, on lance le harpon, on lance la canne à pêche dans l'eau, enfin le hameçon, pas la canne à pêche.
Bon, en fait, non, je sais bien, j'ai fait un lapsus, mais je crois que ce lapsus, il est presque volontaire. Au lieu de nous lancer un hameçon et de récolter un poisson, eh bien, Osoda, il lance la canne à pêche. Parce que ça sert à rien, ce qu'il a fait. Comme si c'était, je veux dire, c'est donc le secouriste qui arrive à la fin. Vous pouvez bien vous douter que je vais faire un retour sur le film. Et depuis le temps, vous me savez, moi, je vais pas faire la Saint-Denis touche. Oh, on peut pas spoiler le film. Si, non, le spoiler n'existe pas ici. La gratuité existe, mais le spoiler n'existe pas. À la fin, c'est le secouriste qui arrive. C'est le personnage de Ijiri. Ce personnage était pas loin d'arriver aussi au même point que Scarlett, dans le lieu dit. On pouvait s'attendre à le voir venir, puisque son arc avec Scarlett n'était pas terminé. Et ça se voyait que c'était pas terminé. Forcément, Ijiri allait intervenir à bout d'un moment. C'est évident. Et donc ce n'est pas une surprise. Ça aurait été une surprise si on avait vu le père, par exemple. Donc pour moi, ça, c'est un artifice qui est gratuit, qui ne sert à rien, mais qui est là pour créer du mystère au départ, parce qu'au départ, on ne sait pas la nature du film. Donc on est surpris de voir ça, et on se dit que ça va avoir une importance. Alors, c'est répété, donc l'artifice dans son articulation scénaristique est là et fonctionne, mais elle n'a que très peu d'impact émotionnel. Et au vu du résultat, elle a encore moins d'impact émotionnel que ce que nous pouvons penser au départ. Et ce genre de choses, c'est très compliqué de le mettre en place, de le faire oublier, et que quand il revient, ça doit avoir de l'impact. C'est très diffus. Il y a un autre moment où il fait la même chose, mais ça marche 10 000 fois mieux. Mais vraiment, c'est pas comparable. C'est l'inverse. C'est parfaitement... ça m'a fait un effet de fou. C'est un travelling dans une rue d'un quartier japonais, je crois que c'est Shibuya, enfin, il me semble. Voilà, on est dans un quartier, voilà, et on a un travelling, il n'y a personne dans la rue. Personne, rien. On se dit, ok, c'est une ville fantôme. Parce qu'on parle justement, le personnage parle de son être fantôme, de pourquoi il n'est plus dans le monde des vivants. Il me semble que c'est ça. Et puis, cette rue, déserte, il n'y a pas âme qui vive. Osoda va reprendre cette rue et la bonder de monde à un moment, pour montrer que tout d'un coup, il y a de la vie. Et ça, là, cette reprise du même plan, ou de la même fonction, ou de la même énergie, ça fonctionne à 10 000%. Là, c'était très très réussi. Ce n'est pas un bookend, mais l'idée de répétition et d'écho, il le fait beaucoup dans le film, ça fonctionne très bien. Pour ce moment-là, ça fonctionnait extrêmement bien. Et d'autant plus qu'il faut naviguer avec tout ça dans un film qui est très très sombre. Le début du film est d'une violence. On voit, la pauvre qui est enchaînée au sol, tirée par des mains cadavériques. On se dit, oh là là, j'espère qu'il n'y a pas des enfants dans la salle. Bon, on était 5 dans la salle, faut dire ce qui est. L'imagerie est violente. La quête de Scarlett est une quête de violence. Il y a beaucoup de combats, il y a du sang. On ne montre pas la décapitation ou le meurtre du père, mais on voit quand même du sang couler sur les escaliers de l'estrade, sur la place publique. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'effroi. On met beaucoup d'efforts à montrer l'effroi du personnage principal devant des choses qui lui semblent insupportables. La tristesse, les grandes surprises, les grandes envolées colériques de Scarlett. C'est quelque chose qui est très 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 vivant. Littéralement. Le film joue aussi sur un trouble entre le passé et le présent. Alors le passé, non seulement le passé, le Danemark et ce secouriste qui est clairement du monde moderne, mais aussi dans les souvenirs des personnages, on a aussi le passé. Avec soit une accélération du temps via des ellipses, soit justement des variations d'images, comme ce qu'on peut avoir quand le secouriste il nous parle de sa vie, et on a des plans comme ça, des plans d'ailleurs, ça c'est typiquement Osoda, je tiens à le dire tout de suite maintenant, même si c'est plutôt dans un cadre de réalisation, des plans qui nous semblent être tout simplement de véritables plans, photographiquement parfaitement réels, alors que, je mettrai ma main à couper, ce sont des dessins. Bien sûr, au cinéma, je ne peux pas faire pause sur l'image et regarder certains morceaux de l'image, mais j'avais eu la même impression de sidération du réel dans certains plans dans Belle, dessinés.
Et là, j'ai eu la même chose. Il y a un plan sur un lit d'hôpital. On croirait vraiment que le plan est du réel. C'est du réel. C'est du réel. Voilà, c'est du réel, c'est du live. Ça a été filmé à la caméra. Mais en fait, je suis sûr que non. Que ça a été dessiné. Voire même, ils ont fait une photographie, ils ont dessiné par-dessus. Tellement c'est bien dessiné. On a l'impression que c'est réel. Ça, c'est vraiment quelque chose. Hosoda, il met quelques plans de cet acabit-là dans ses films. Là, sur les 2 derniers films, c'est comme ça. C'est assez sidérant. C'est un plan qui sidère par la réalité alors que nous sommes conditionnés à voir de l'animation. Avec tout ce va-et-vient, il y a quelque chose aussi qui est au cœur de la filmographie d'Hosoda, c'est l'entre-deux-mondes. Alors l'entre-deux-mondes, c'était le cas dans Belle. Ici, nous sommes dans un royaume vraiment de l'entre-deux-mondes. On a des phases en dessin animé plus classiques, mais l'entre-deux-mondes, le royaume des morts, comme on nous l'a traduit, eh bien, nous avons des utilisations de 3D pour faire vraiment la distinction. Nous sommes dans ce monde-là avec Scarlett et on essaye de survivre et de trouver son chemin jusqu'à Claudius. Le problème est que personne nous indique clairement les règles de ce monde. On est mort, mais en fait, non, on n'est pas mort. Donc, on n'est pas mort, mais on saigne encore. Voilà, des choses comme ça. Et partout, et en toutes circonstances. Alors, on a des aides. On a une espèce de petite chamane là, qui nous fait des voix off et qui nous raconte un peu des choses sur le monde en question et tout ça. Bon, c'est clairement une aide scénaristique pour que le spectateur puisse comprendre, ça c'est évident. Mais c'est quand même assez dommage qu'on ne puisse pas le comprendre naturellement, dans un déroulé d'action, dans un déroulé visuel. Donc nous avons des règles qui ne sont pas claires. On a un secouriste du monde moderne qui est là et qui ne sait pas pourquoi il est mort. Ok, très bien. Mais pourquoi on n'a pas d'autres personnes ? On a des milliers de militaires de toutes les régions et de toutes les époques. On n'a pas des militaires modernes. Pourquoi ? Parce que Hosoda, il croit qu'il n'y a personne qui meurt dans la vraie vie, là, maintenant. Il y a des automobilistes qui meurent, il y a des enfants qui meurent, des enfants soldats, par exemple, en Afrique, des gens dans des mines, il y a des gens qui meurent de froid, il y a des gens qui meurent... Alors, quelle est la condition de la mort pour qu'on puisse se retrouver dans ce monde ? On ne sait pas. Est-ce qu'on est mort ? Est-ce que toutes ces personnes sont mortes parce que il y a eu violence envers autrui ? Qu'ils sont morts par acte d'humain ? C'est possible. Mais c'est pas très spécifié. C'est spécifié dans une phrase de la chamane, vous allez me dire. Ouais, c'est des trucs comme ça, c'est vraiment rafistoléo jusqu'au bout. Ça va pas. C'est pas très clair qui est là, qui n'est pas là. De même que le Claudius. On nous dit à un moment, vous savez, Claudius, il est là aussi. Mais pourquoi ? Et c'est que presque à la toute fin du film qu'on nous dit, ah oui, mais en fait, il a pris la potion de quelqu'un qui était destinée à quelqu'un d'autre et donc il est mort, il attend Gertrude. Putain, c'était pas très clair, hein. Ils auraient dû mourir ensemble. Ça aurait été plus logique. Ça aurait été marrant d'ailleurs. Ils meurent ensemble et ils se regardent en mode tu vas pas t'en sortir comme ça, connard. Ça aurait été amusant. Ça aurait été fort parce que les deux continuent à alimenter en fait cette haine. Tu m'as séparé de Gertrude, espèce de salope, et toi tu m'as séparé de mon père, espèce de salaud. Et ils continuent à générer en fait cette haine qui serait leur lien. Là, c'est complètement à la fraise. Et pourquoi tous les lieutenants sont là aussi ? Ils sont tous morts ? Ils ont tous bu le même poison ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est n'importe quoi. Et ça s'arrête pas là. Dans le monde, ok, c'est un monde, il y a des trucs, voilà, il y a des cadavres partout, il y a des nomades qui font de la musique, très bien. Et à un moment, des fois à des moments complètement random, il y a un dragon cimetière dans le ciel. Voilà, qui est là, je suis le grand dragon et je foudroie les gens que j'aime pas. Blam, 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 blam. Quand ça nous arrange, il y a le dragon qui arrive et qui explose tout. C'est ce qu'on appelle un Deus Ex Machina, mesdames et messieurs. Et c'est jamais très apprécié par les gens. Alors on peut imaginer qu'en effet, dans ce monde-là, les gens sont cernés par leur destin, c'est ce que j'avais dit à la personne avec qui j'étais lors de ma séance, et que le Deus Ex Machina, ce grand dragon cimetière, est celui qui fait la loi, et celui qui juge. En effet, c'est le cas. Mais scénaristiquement, rétrospectivement, avec les échanges que j'ai eus et les textes que j'ai lus sur le film avant de prendre le micro, ce dragon, en effet, intervient pour faire les choses du scénario et l'orienter bien dans une direction. Le scénario va dans une direction pas par les choix du personnage, mais par certaines actions du dragon qui lui facilitent la tâche. Et ça, c'est quand même une putain de béquille. Alors, il y a des logiques qu'il faut essayer de cerner, et c'est en cela que
c'est un film à revoir parce que y a beaucoup de choses qui se passent et des fois on a envie d'explorer ces logiques par les scènes, le montage, le visuel, qu'on n'a pas forcément capté tout de suite au premier abord, mais il est clair que le film manque de logique. On a quelque chose, vous savez, par exemple, pourquoi à un moment, dans cette fameuse scène-là de rue à Shibuya, où on a tout plein de gens dans la rue et ils sont en train de danser. Ok, tout le monde danse, très bien. Puis tout d'un coup, on voit Scarlett danser aussi, alors qu'elle appartient au Danemark. Sur un air, c'est donc le secouriste qui a une espèce de guitare et qui fait une musique et ça projette Scarlett dans le monde réel du secouriste. Mais pourquoi ce serait pas l'inverse ? Pourquoi Ijiri pourrait pas être projeté au Danemark pour danser avec elle, au Danemark ? Quelle est la logique qui amène au résultat ? On nous laisse nous dépatouiller avec la signification et vous vous démerdez, allez hop. Mais c'est pas comme si c'était le problème le plus majeur. Le problème le plus majeur pour moi, c'est que le film soit coupé en deux, en termes de rythmique et d'engagement. La première partie, c'est un placement des personnages et des enjeux, ça prend du temps, mais c'est une partie qui est aussi très dure. Elle est assez violente, elle est dark, comme on dit, et c'est aussi quelque chose de l'ordre de l'enlisement. Je trouve que le film ressemble un peu dans sa première partie à des sables mouvants, avec des combats, avec des hommes de main de Claudius, et de l'errance, et des fois il y a des caravanes, et puis la répétition des motifs, et c'est long, et on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on cherche, mais je pense qu'on ne sait pas trop où on va parce qu'on ne sait pas trop où on est, vous voyez des choses comme ça, et moi j'ai bâillé, je vous le dis, première partie j'ai bâillé. Je me dis mais où on va dans ce truc ? J'étais là, je me tenais la tête. Et puis à un moment, il y a un feu de camp, où il y a justement cette scène de danse en milieu urbain, et là ça a réveillé. Et tout d'un coup, le film devient beaucoup plus un voyage introspectif, avec plus de variations de lieux et de situations, avec carrément un truc de fou à la fin, une espèce de guerre qui fait malheureusement, étonnamment, des rapprochements avec ce qui se passe aujourd'hui, précisément au Moyen-Orient, avec sur le flanc d'une montagne en feu, donc d'un volcan, on a le volcan qui crache des morceaux de son écorce sur les gens, et ce sont clairement des missiles. À un moment, il y a un plan où on voit le tracé des petits morceaux comme ça projetés par le volcan, comme vraiment des tracés de feu, comme les missiles qu'on voit à Dubaï ou au Koweït ou ailleurs dans les pays qui sont touchés par les missiles balistiques. Et à un moment, on a tout plein de foules qui défoncent des murs. Et je me dis, ça c'est incroyable aussi, au vu de ce qui se passe maintenant. C'est des gens qui veulent atteindre un territoire, ce qu'ils appellent le paradis, et il y a des gens qui veulent défendre ce paradis, coûte que coûte. Donc il y a des choses qui se passent dans l'imagerie et la situation racontée qui me fait beaucoup penser à ce qui se passe maintenant. Comme par hasard, le film il sort maintenant. Alors c'est malgré lui, évidemment, qu'il parle de ces sujets, mais c'est étonnant comme il a peut-être pressenti, avec ce qui se passait en Ukraine, ça c'est clair, il avait pressenti qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la guerre qui doit être évoqué. Et cette guerre, elle est évidemment liée au thème de la violence par la vengeance, qui semble quand même assez éloigné des thèmes de Hosoda. Donc c'est en cela que c'est un film qui est assez inédit. Et je pense que dans un sens, il ne savait pas vraiment comment traiter le film sur ce sujet-là. Alors on montre des gens énervés. Surtout la Scarlett. Mais ça, c'est plutôt assez facile, malheureusement. Dans la deuxième partie, là, ça devient un peu plus intéressant. On rentre dans un espèce de petit exercice philosophique qu'on peut percevoir dans certains animés, notamment Evangelion. À un moment, vraiment, il y a un truc typiquement Evangelion. C'est-à-dire que le but d'Hosoda, dans beaucoup de ses films, c'est de trouver l'humanité dans les personnes qui n'en ont pas ou très peu. Dans les animaux, l'enfant loup, la bête dans Belle, ou encore dans Le Garçon et la Bête, le fighter, c'est trouver l'humanité dans ces personnages. Trouver l'humanité dans ce qu'il y a de plus bestial chez nous. En effet, il y a aussi une vision idéaliste sur la beauté de la vie, et que la guerre c'est mal, vous comprenez. Mais c'est plus un souhait. Moi, je ne dirais pas que c'est une vision comme ça qui devrait faire changer le monde, mais c'est plutôt un souhait que le monde s'arrange, en fait, que le monde soit meilleur. Ce sont des couches
d'éléments symboliques qui viennent se superposer entre imagerie, son, les dires, et il faut essayer de faire un peu son chemin. Ce n'est pas évident, ça donne un peu le tournis, et on a l'impression que rien n'est traité. Parce qu'il y a des choses qui nécessitent tellement de développement, mais que Hosoda ne prend pas le temps de développer. C'était un peu le cas déjà dans Belle, mais Belle avait un sujet très resserré. Là, on est quand même sur des choses qui ont une amplitude, et qui prennent encore plus d'amplitude à la fin. Les choses ne sont pas traitées, c'est survolé. L'idéalisme, ce serait de survoler les choses graves pour garder que les choses meilleures. Alors, je pense que c'est pas ce que veut Hosoda, mais l'impression qui est quand on sort de la salle, c'est qu'il y a des choses qui auraient mérité d'être plus appuyées. Mais il faut faire avancer le récit, il faut faire avancer le personnage. Scarlett, elle perd son père et part en guerre contre son oncle, c'est-à-dire que nous avons un traumatisme au départ qui va conditionner la pensée d'un personnage. Et on va travailler ce personnage autour de cette pensée. Donc dès qu'il y a des choses qui sont extérieures mais qui peuvent être très intéressantes, le rapport culturel notamment, quand elle croise la caravane, tout ça c'est mis sur le côté. C'est pas du tout le but du film, mais on a tendance à prendre la place. Donc il y a une gestion qui est malheureusement un peu dommageable, mais c'est comme ça. J'en reviens à ce que disait le papier de Criticat, donc c'est de Lucas Moreau. Il dit ceci: il s'agira pour la protagoniste de tarir sa soif de vengeance au contact de l'altruisme du jeune homme, donc Ijiri. Cette dynamique narrative, redoublée à coups de dialogues explicatifs et de monologues intérieurs, est également illustrée par l'évolution de l'apparence de Scarlett, qui traduit un trajet de l'avilissement vers la pureté. Le film escamote d'abord son personnage de princesse parfaite, qui aura tôt fait de troquer sa robe à fleurs pour une armure de guerrière. En effet guerrière, Scarlett le montre bien et se bat en usant sa souplesse et son sens de l'observation pour passer à travers les défenses de son adversaire. Nous avons un très beau moment où elle affronte différents adversaires qui sont de plus en plus compliqués, et le dernier, il a une armure de plate complète et elle doit trouver une faille dans cette armure pour pouvoir le neutraliser. Son envie première, c'est de tuer Claudius, mais tuer Claudius ne lui retirera pas plus de souffrance. Même si Claudius nous est jamais montré comme quelqu'un qui pourrait avoir quelque chose à sauver. Et en cela, peut-être, la transformation de vengeur à sauveur est assez abrupte. Et qui plus est, quand on continue avec des discours assez neuneux, comme dire « Je vais être une bonne reine au Danemark pour que toi, dans le futur, au Japon, tu ne te fasses pas planter par un couteau. » Ouais, bon... c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il y a un effet papillon qui se passera, mais bon, faut pas abuser, quoi. Faut pas pousser mémé dans les orties. Mais donc c'est un peu le festival, c'est un peu le festin de la sincérité, comme je l'ai lu dans un texte. Mais l'émotion, elle a du mal à passer sur des cas de cet ordre-là. Et donc, Hosoda, puisqu'il a jamais traité de la haine, de la violence, mais il y va, mais d'une façon, c'est ordurier. Elle insiste comme c'est pas possible pour que le gars puisse lui dire ce qu'il avait entendu de son père à son exécution. Elle crie, elle pleure, c'est le festival. C'est tellement absurde. C'est absurde. Je crois que c'est vraiment le premier film d'Hosoda où je me dis, là l'émotion, elle est absurde. Elle fait presque rire. C'est des moments mélodramas qui ne fonctionnent pas du tout. C'est vraiment... T'es une femme, tu pleures toutes les larmes de ton corps. T'es un mec, tu ne bronches pas. C'est vraiment ça. Il y a Scarlett et Ijiri, c'est ça. Et il faut faire son petit bonhomme de chemin au milieu de ces deux-là, dans une trame qui semble s'orienter de plus en plus vers l'idée de pardon. Alors un pardon qui a du mal à exister dans la première partie, qui commence à s'entrevoir dans la deuxième partie, c'est le fameux mot qui a été prononcé par le père et que la fille questionne. À un moment, voilà, elle sait que c'est ce mot, pardonne, mais elle se demande qu'est-ce qu'elle doit pardonner. Donc elle fait une espèce de revue des éléphants autour de ce mot-là, mais qui je dois pardonner? Je dois pardonner à Claudius? Est-ce que je dois pardonner à mon père? Elle se pose jamais la bonne question vis-à-vis d'elle. La question plus globale à pardonner, c'est est-ce que l'humanité peut contrôler ses pulsions de mort? Aussi bien du côté de Claudius, lui, il ne les assure pas, et du côté de Scarlett.
C'est des questions et des notions de morale qu'on retrouve dans les contes. Je crois avoir vu passer un post sur X, je sais plus de qui parlait d'un rapport qu'on pouvait faire avec The Green Knight. The Green Knight, qui est aussi un film de conte dans lequel nous allons creuser en fait une fatalité et à quel point on est en phase d'accepter notre destin et de ne pas fuir aussi ses responsabilités. Sa parole notamment, vis-à-vis du temps, vis-à-vis de quelque chose de plus grand que nous. Ce message-là dans Scarlett du pardon, c'est bien joli, c'est optimiste, mais quand, vous savez, les maboules s'assoient sur le trône, la plus grande résistance, ce serait la paix et le pardon, très bien. Mais en attendant, rappelons quand même la chose, que le dragon à la fin, il flingue Claudius, hein. C'est pas comme si Claudius était laissé à son sort, était résigné, il n'avait plus aucun pouvoir. Non, Hosoda n'est tellement incapable de terminer son arc sur le pardon par un véritable pardon, qu'il est obligé de tuer son personnage, c'est-à-dire de faire acte de violence, là où quand même le film tend vers le pardon, avec le dragon. Donc tout ça sert à rien. À un moment, tu n'as pas besoin de tuer ton personnage si tu lui pardonnes réellement les choses. Ou si tu pardonnes tout court, en fait, la pulsion de pardon est une pulsion de paix. Tu vas pas mettre dans la même scène un meurtre. Il y a un truc, c'est, vous savez, c'est bon, je me suis pardonné à moi-même, alors tout ce qui n'est pas positif, ça dégage. On peut pas faire ça. C'est contre le mode d'emploi. Mais bon, il y a tellement de choses qui sont à contre-courant. Je veux dire, le secouriste en lui-même, c'est un personnage qui a un contre-courant total. Là, on est dans un environnement moyenâgeux, le Danemark, ok, tout ça. Tout d'un coup, pouf, on a un secouriste moderne qui vient de nulle part. Hello, moi je suis secouriste, je suis d'une mentalité absolue. Même les truands qui veulent me tuer, je les soigne. Alors que dans l'absolu, il n'y a aucune logique qui veut ça. Mais c'est Ejiri qui a un cœur pur et qui va aider, qui va montrer à Scarlett une autre voie pour passer au-delà de ce cycle de vengeance. C'est une sorte de compas moral, c'est-à-dire qu'il devient carrément symbolique. Il a un pouvoir spirituel et je pense que ce pouvoir spirituel est absolu parce qu'il est agaçant, parce qu'il est obstiné, et en cela ce n'est même plus un personnage. C'est une sorte de mécanisme scénaristique, voilà, qui permet... En fait, c'est vraiment le personnage secondaire, c'est-à-dire qu'il va constamment mettre en valeur Scarlett vis-à-vis de ses limites. C'est pas très chimique, finalement, la relation entre les deux. Il y a quelque chose de très scénaristiquement placé. Mais je pense du fait que, étant donné que, je l'ai déjà dit, le monde de l'entre-deux n'est pas très bien qualifiable, il n'est pas très bien défini, on peut mettre tout et n'importe quoi. Et donc, quand il n'y a pas de règles, c'est compliqué d'en voir le bout et de voir les limites. Dans un environnement qu'on ne connaît pas, il faut placer des limites. Donc là, et en plus c'est le seul. C'est peut-être ça qui est encore plus anachronique, c'est vraiment le seul mec de l'âge moderne, de notre âge qui est là. Ça c'est vraiment bizarre. En plus il y a des flashbacks, enfin on fait toute une construction de flashbacks et c'est... Oh là 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 là, il y a des rapports en fait qui font dans un flashback pour qu'il fasse une action, quand il tire une flèche, il voit une personne avec un couteau, il pense pouvoir l'arrêter en tirant la flèche, et finalement, dans un flashback plus loin, on se rend compte que c'était pour protéger des enfants. C'est cette espèce de va-et-vient où on contrôle et on modifie constamment le temps et la perception du temps qu'on a. C'est une gymnastique qui nécessite beaucoup de... C'est pas un film qui laisse, qui laisse en paix son spectateur intellectuellement. Il faut faire un gros travail d'accepter aussi tout ça et de travailler sur ces temporalités, sur ces échos, sur ces répétitions de plans. Et ça, je trouve que ça dessert une relation plus intime et plus resserrée entre Scarlett et Ejiri. Mais tous ces va-et-vient entre justement les temporalités ou les espaces, ce sont aussi des choix artistiques. Nous avons tout ce qui se passe au Danemark, et voire même dans le monde moderne, je crois un petit peu, nous avons des images qui sont faites en 2D. Et dans le cas de l'entre-deux-mondes, nous sommes dans un environnement 3D et des personnages 3D sur lesquels on plaque des aplats 2D.
C'est une forme hybride, si je me trompe pas, je crois que c'est ce qu'on appelle le cel shading. C'est une continuité de Belle, hein. Belle l'avait déjà fait, il y avait des environnements 3D dans Belle, et sur lequel on met des aplats de couleurs dans les décors. Et des fois, ça rend vraiment très très bien. On a ce début de film où on a des nervures comme ça sur le sol. On a vu une espèce de vue du haut, vue plan douche, et on a l'impression que c'est un environnement vivant. Voilà, que c'est une partie d'un corps humain. On a des choses beaucoup plus liées à un environnement baroque, comme le château de Claudius qui est enfoncé dans la montagne, dans le royaume des morts. On dirait un château de Castlevania. On pourrait même aller plus loin en citant Elden Ring ou des titres comme ça. Mais oui, on a cet environnement baroque en même temps d'être, voilà, des fois juste un pur désert. Et pour terminer sur cette idée de baroque, il y a un dernier élément, un dernier décor qui apparaît à la fin du film, c'est une porte. Une grande porte qui très étonnamment me fait un peu penser à celle de Full Metal Alchemist. Donc ceux qui ont vu la série savent de quel type de porte je veux parler. C'est une porte bien spécifique dans un environnement assez blanc, hein, voilà. Un environnement qui est favorable à l'introspection et la philosophie. Ça, c'est quelque chose, c'est un grand classique dans les dessins animés japonais d'une certaine époque. Peut-être qu'on en fait encore maintenant, je ne sais pas. Il y a les mouvements de foule et les personnes face à la foule que refait Mamoru Hosoda par rapport à Belle, notamment. La question justement des animaux vivants et volants, comme le dragon qui rappelle les grandes créatures qu'on voit dans le garçon et la bête. On a systématiquement des rappels en fait de figures, de choses, même des choses qui vont au-delà de la filmographie d'Hosoda, hein. Cette espèce de cliché ambulant de la femme qui est emportée par le ciel dans un espèce d'halo de lumière, de colonne de lumière. C'est souvent le personnage féminin qui part. Et le mec est resté à terre, c'est-à-dire collé au sol, et la femme s'élève dans le ciel, et on voit, voilà, elle dit « Je t'oublierai jamais, je t'aime » ou je sais plus quoi, hein, et le mec il disparaît. Voilà, c'est la fin de Les Visions d'Escaflowne, hein, quand Itumi Kanzaki part, c'est un de mes animés préférés, hein. Itumi Kanzaki part comme ça de l'univers de Gaïa, et elle dit à Van, je ne t'oublierai jamais, voilà, avec la lumière et tout ça. Enfin, c'est vraiment l'adieu parfait, quoi, de l'univers dans lequel elle a été. Et là, c'est la même chose aussi. On a Ijiri qui dit au revoir, crois dans la vie ou je sais plus quoi, là, je veux vivre, ou un truc comme ça. On se dit, voilà, il faut terminer les choses, hein. Alors autant les terminer avec des systèmes de connexion, de flashback et d'échos qui trouvent leur véritable signification. Bon, tout ça finalement, vous savez, c'est des choses qu'on a déjà vues. Si on n'est pas rodé aux animés japonais, ça peut faire de l'effet. Moi, je pense que ce qui a fait le plus d'effet, ce qui a porté certaines scènes qui sont clichés, hein, comme celle-ci, c'est la musique. Il y a des moments musicaux, alors on passe un peu sur toutes les phases, hein, avec cette musique. On a des moments musicaux écrasants et presque étouffants, très violents aux oreilles, hein. Notamment au début, quand on présente l'entre-deux-mondes, on a une espèce de nappe très 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 forte, qui est pas super agréable, hein, et après on a des choses. Alors il y avait la personne qui était avec moi me disait que ça ressemblait par moments du Hans Zimmer Blade Runner. Alors moi je lui ai dit que non, il y avait quand même de l'orchestre important par moment et tout ça, et j'ai écouté l'OST, qui est une très bonne OST, et c'est vrai que par moment je le reconnais, il y a quelque chose de l'ordre de Blade Runner, mais vraiment, vous savez, dans l'utilisation de nappes, hein, d'espèces de droning, vous voyez ce que je veux dire, des espèces de... Voilà, des choses comme ça qu'on peut retrouver dans Dune, mais aussi dans Blade Runner. Comme par hasard, les films de Villeneuve. Villeneuve, il aime bien les nappes, je pense. Cette musique, donc, elle est portée par de l'orchestre, elle est portée par des nappes aussi, un environnement un peu plus synthétique. Elle est aussi portée par des chants. Et oui, parce qu'Hosoda aime bien les danses et les chants, et on en a dans le film. Les chansons sont superbes, vraiment. Alors il y a une chanson proposée par les Nomades. Bon, celle-là, elle est presque un peu plus, typique d'un folklore, mais on a deux chansons qui sont des chansons, je dirais même majeures, qui est celle donc de cette espèce de projection que se fait Scarlett dans la rue japonaise, dans le monde moderne, et c'est un moment, mais
c'est un moment d'allégresse, on pourrait vraiment dire ça, un moment de soulagement, de réconfort qui est assez hallucinant et qui déteint. Moi, j'étais en train de m'endormir sur mon siège, vraiment. J'étais là, oh là là. Et tout d'un coup, on a une espèce de flash comme ça et on rentre dans un tunnel. Vous savez, les tunnels psychédéliques avec des couleurs dans tous les sens. Et on se dit, oh putain, maintenant il me nique les yeux, le connard. Et tout d'un coup, il y a la musique qui commence. Et tout d'un coup, on est requinqué. Mais c'est dingue. Alors ça, je crois que c'est vraiment un truc qui m'a surpris. On se sent requinqué et la musique, elle est chaleureuse, vraiment. Ça, c'est une très très belle musique. Et il y a celle du générique. Alors, celle du générique, moi, ça m'a beaucoup ému. Mais je pense que vous savez, c'est un petit peu comme la fin de Blonde. La fin de Blonde, moi, sur le générique, j'ai sorti les mouchoirs parce qu'il y avait une espèce de fin de fresque qui fait de l'effet. Et ouais, moi ça m'a beaucoup ému la musique du générique, hein. Elle est aussi disponible dans l'OST, je vous invite à l'écouter, elle est sur YouTube ou sur Spotify, je pense que vous pouvez la trouver là-bas. Mais vraiment, ces moments musicaux, ils sont très intenses, c'est une véritable échappatoire. D'ailleurs, ce moment dont je vous parle là dans la rue japonaise du monde moderne, à un moment, ces paroles sont répétées sans musique par le personnage de Scarlett pendant la mort des gens sur le flanc du volcan. Et c'est un moment qui est un peu cliché, mais il y a de l'émotion. Je trouve qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui se dessine, mais c'est très appuyé, c'est peut-être un peu trop ampoulé. Moi qui fais aussi des choses ampoulées par moment, là je perçois aussi qu'il y a peut-être un peu trop à ce niveau-là. Peut-être qu'il aurait fallu espacer plus les choses pour que ça ait plus d'impact. Là, les événements et les répétitions, les échos s'enchaînent peut-être un peu trop vite, je ne sais pas. C'est l'impression que j'ai eue. Je terminerai avec une petite citation d'écran large de leur critique. Ils disaient, à propos de Scarlett, à force de surcharger cette thématique, les coutures de Scarlett et l'éternité craquent. Les contrastes narratifs et esthétiques peinent à se raccorder organiquement alors que le film vise la même épure de conte que Belle. Je trouve que c'est plutôt bien résumé, et pour ma part, je lui mettrai un 12,5 sur 20. Il y a un truc qui m'a plombé la moitié de mon expérience, et je ne pense pas que c'était autre chose que le début du film. Et la deuxième partie devait rattraper, en fait, presque ce retard. Alors, elle y arrive par moments, mais je pense que plus on voit des animés, moins on pourra être impacté par ce film-là. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui est très nouveau, de parler de ces émotions négatives chez Hosoda. Et comme par hasard, quand il parle de ces choses-là, c'est très très maladroit. Je viens d'y penser maintenant, la Belle et la Bête. Donc dans le film Belle, son film précédent, la Bête, qui est énervée, qui est colérique, c'était ridicule. Je casse tout, je défonce les policiers. C'était minable. Il aurait fallu 30 minutes de plus pour qu'on puisse étoffer le personnage, parce que ce personnage de la Bête ne venait que par cliché. C'était ridicule. Et je pense qu'il y a ce problème-là qui est chez lui répété. C'est les émotions négatives. Il ne sait pas comment les présenter et faire en sorte qu'on y croit. En tout cas, moi, j'y crois pas. Voilà mon retour pour le film Scarlett de Mamoru Hosoda. Il y aurait bien sûr des précisions à faire, des scènes à revoir. Je pense qu'en effet le film nécessite un revisionnage, mais c'est tout ce que je peux vous dire sur le film comme ça en sortie de salle, quelques jours après l'avoir vu. J'espère que ce retour vous aura plu. Après, vous aura convaincu ou non, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a convaincu ou non, aussi bien le film que ma critique. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!